Notre invité ce matin, il s'appelle Olivier Nukpokeno, jeune acteur politique, attentif un peu à l'actualité aussi bien au Bénin que dans la sous-région. Monsieur Nukpokeno, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur l'Actu Matin où on fera rapidement avec vous un tour d'horizon de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Alors, quand on s'intéresse un peu à la vie politique du Bénin, la journée d'aujourd'hui ne doit pas laisser totalement indifférent puisque justement, ce mercredi, les parlementaires vont se retrouver de l'autre côté à Porto Novo. C'est pour l'ouverture officielle de la première session extraordinaire de l'année avec entre autres sujets à aborder. Vous le devinez si bien, la question des révisions de la Constitution et ou du code électoral. D'abord, première impression, à quoi est-ce que vous vous attendez? Oh, j'espère bien sûr que les députés vont surtout échanger sur le projet et parvenir à un consensus et qui va aboutir pour moi à une réforme qui permet de régler le problème qui est posé. On révise la Constitution ou on bloque et puis on va vers le code électoral? Pour moi, si nous sommes en train d'en parler jusqu'à présent, c'est parce que c'est pertinent de toucher, de réviser. Donc, pour moi, j'espère la révision. Certains, c'est la voie. Je n'ai pas fait de sondage, mais en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées, parmi les personnes que j'ai rencontrées, je crois que la majorité dit quand même qu'on n'avait pas besoin justement d'aller à la révision constitutionnelle pour, en tout cas, avoir des tests qui organisent de façon rigoureuse les élections générales de 2026. Pourquoi on veut se compliquer la vie? Alors, est-ce que toucher, réviser la Constitution, c'est se compliquer la vie? Ça pourrit l'atmosphère, l'ambiance politique depuis. Oui, parce qu'on est dans une stratégie de manipulation. Ah oui? Parce que tout simplement, lorsqu'il faut bien faire et qu'il faut permettre à nos tests d'être en phase, pour moi, il n'y a pas un enjeu qui nous fait peur au point de dire qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. On n'a pas peur, on se dit est-ce que c'est opportun puisqu'on l'a déjà révisé en 2019, on va pas réviser la Constitution chaque année ou tous les 2 ans. On va pas continuer à manipuler la Constitution pour en faire comme un test ordinaire qu'on peut toucher chaque matin avant de prendre sa tasse de thé. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais les raisons ont été évoquées et vous comprenez que il y a eu aucune œuvre humaine n'est parfaite et il y a eu des coquilles qui se sont glissées et on s'est rendu compte de cela et si on s'est rendu compte, il ne faut pas dire bon, enfin, on n'a qu'à laisser ça là parce qu'il ne faut pas toucher à la Constitution, mais quand est-ce qu'il faut le faire? Quelle garantie on a? Qui va le faire après? Est-ce qu'on aura suffisamment confiance à la personne qui va le faire après? Moi, je suis plus dans la logique de dire bon, je préfère fonctionner, coopérer avec le diable que je connais que l'ange que je ne connais pas encore. Est-ce que vous voyez? Et toucher la Constitution, vous voyez, dans les pays développés, les gens ont fini avec ce débat. Quand il y a un problème, il faut rapidement régler. Et si c'est la Constitution... Parce qu'ils ont une maturité démocratique qui leur évite de soupçonner, par exemple, un troisième mandat, de soupçonner des retouches à la fois intéressées qui arrangent un camp politique, etc. Ils ont passé cette étape et nous, on est encore en train de se construire. Monsieur le journaliste, je peux vous dire que nous avons une maturité politique. Ah oui, sérieusement? Eh bien, oui. Avec des élections où il y a des violences encore tout récemment, là, on est mature, là. Eh bien, bon, comparez. Vous avez des élections aux États-Unis, il y a eu des violences. On a dénoncé des fraudes. Et jusqu'à présent, le président qui est parti n'a jamais concédé sa victoire. Vous comprenez? Donc, et c'est la même chose un peu dans plusieurs pays. Même en France, vous avez vu les histoires de gilets jaunes ou des histoires des contestations qu'on peut avoir. Est-ce que vous voyez? Même le vote des lois et tout ça, comment ça se passe? Donc, cessons avec l'autoflagellation. Cessons de dire qu'on n'est pas mature. Nous avons eu beaucoup d'acquis. Nous célébrons moins nos succès. C'est ça qui me gêne beaucoup au Bénin. On célèbre moins nos succès. Et on est toujours dans la manipulation. C'est vous les acteurs politiques. Oui, non, on est la vie. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. On est toujours dans la manipulation. Vous voyez ce débat de troisième mandat qui nous pourrit actuellement la vie. Je dis, mais c'est de notre part, ce n'est pas sain. Ah oui, pourquoi? On devrait, parce que vous voyez,
Voici une question que nous avons changée en 2019 et nous avons introduit une réforme majeure qui dit que personne ne peut être président plus de 2 fois, personne ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Vous avez déjà eu ça dans une constitution dans la sous-région. Et pourtant, lors de nous l'avons jamais célébré. Oui, pourtant, lors de sa sortie récente, et on va y revenir, Patrice Talon disait qu'en l'état, avec cette constitution, eh bien, lui pourrait quand même réclamer un 3e mandat et l'obtenir parce qu'il y a des coquilles qui lui permettent justement de le faire. Et bien sûr. Alors, justement, ça soulève encore, enfin, ça complique davantage l'atmosphère autour de cette révision de la Constitution. Alors, pour moi, c'est clair, nous avons une vision qui est là. Nous avons des inquiétudes. Et cette inquiétude, au jour le jour, les acteurs travaillent à prendre ça en compte. Et si nous avons la possibilité de les renforcer davantage, il faut le faire. Et c'est ce que j'ai compris, même à travers cette révision qui s'annonce, ou même cette disposition, les acteurs veulent la renforcer davantage pour empêcher qui que ce soit même s'il y a changement de république, parce que c'est toujours ça, la peur qu'on puisse y aller. Est-ce que vous voyez? Mais moi, ce qui me fait rire beaucoup dans tout ce débat-là, les vrais, je veux dire les vrais opposants, ceux qui sont contre tout ça, quand ils imaginent, je les vois, c'est le pro-Poutine. Ah, oui, et ça me fait plaisir. Non, je le dis ouvertement comme ça. Poutine, vous avez fait un sondage, vous avez jauché parce que les cœurs de chacun. Non, parce que... Et quel est le lien avec l'actualité nationale chez nous? Non, ce que je veux vous dire... Oui, c'est quoi? Est-ce que vous voyez, quand vous sous d'autres cieux, les gens manipulent la Constitution, ils restent au pouvoir, on les admire. Pendant nous avons quelqu'un en face qui dit « Je veux régler définitivement ce débat. Je ne veux pas qu'on ait ce débat à chaque fois qu'il y a des élections qui se pointent à l'horizon, en tout cas en fin de régime, et qu'on ait une fois pour de bon une disposition qui nous permet de ne plus avoir ce débat et de parler d'autres choses qui peuvent nous intéresser. Mais on préfère toujours être dans ce débat, être dans la manipulation et ne pas parler des choses qui intéressent vraiment les bénévoles. La manipulation, ce n'est pas de votre côté au niveau de la mouvance. Les choses sont simples. Okay. La Cour constitutionnelle a été saisie. Oui. Elle a rendu une décision pour dire qu'il y a 2 points qu'on peut toucher au niveau du code électoral. Oui. Vous engagez le débat, vous ne parlez plus du tout du code électoral, vous parlez de révision de la Constitution, vous ne parlez même plus de parrainage, vous parlez d'ordre des élections. Est-ce que ce n'est pas vous qui manipulez finalement? Alors, moi, les arguments, d'abord, qui m'ont convaincu, moi, je vais essayer d'en parler. Oui. Voilà. Alors, l'ordre des élections, le choix qui est fait aujourd'hui, c'est de permettre d'avoir les élections, parce que l'actuelle constitution impose les législatives et communales avant les présidentielles. Oui. Alors, et le choix que nous voulons faire maintenant, c'est de faire les élections présidentielles avant les élections législatives. Et je vous rappelle que la proposition actuelle réduit le mandat du président actuel de 2 mois. Et ça, c'est grave. Ce qu'il est prêt à accepter. C'est très grave. Pourquoi? Parce qu'avant, il avait déjà eu 45 jours supplémentaires. Maintenant, vous lui arrachez 2 mois. C'est-à-dire qu'à tout instant, on peut manipuler le mandat présidentiel, qui est un mandat important, impératif, et non négociable. Vous pouvez le manipuler à tout moment, comme vous voulez. Ce n'est pas possible dans une république qui se respecte. Tanguy, lorsque nous sommes en face d'une situation, il faut faire une réforme. Tous les sacrifices sont permis pour avoir un résultat que nous recherchons. Alors, si ce sacrifice doit permettre d'avoir le résultat et de faire les choses comme cela se doit, ce n'est pas de manipuler le mandat du président de la République. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a un objectif qui est visé. J'ai vu, nous avons eu des cas où on a eu des élections législatives avant les élections présidentielles. Mais nous n'avons jamais eu de cas où nous avons eu ces 2 élections qui se sont organisées au même moment. Parce que nous sommes dans un nouveau contexte. C'est le contexte des élections couplées. Il faut organiser les élections législatives et communales ensemble au même moment avant les élections présidentielles. Mais le vrai débat, c'est par rapport à la question de parrainage. Le débat a été posé. Qui parraine les candidats qui vont se présenter en 2024?
Et la Cour constitutionnelle a dit, ne réfléchissez même pas. Voici la solution que je vous propose. Allez réviser le code électoral, mettez ça dedans. Pourquoi vous compliquez la vie? En fait, la révision du code électoral induit la révision de la Constitution. Ah oui? À partir de ce que la Cour a dit? Oui, la Cour a dit, allez réviser le code électoral. 2 choses. Oui. En quoi est-ce Vous pouvez nous rappeler ça, les deux choses? En quoi est-ce que ça oblige justement la révision? Rappelons les deux choses. Trouver un moyen de raccourcir les délais de sorte à ce que ce soit, ma foi, les maires actuels qui puissent parrainer, parce que la question des députés s'est évacuée. La Cour constitutionnelle a statué, ce sont les députés actuels qui vont parrainer. Il ne restait que le problème des maires. Et je crois que la solution a été proposée par la Cour constitutionnelle aussi. Il fallait juste réviser le code électoral, réajuster, je dois dire, les délais pour que désormais on ait quand même des dates qui permettent à ce que les maires actuels soient encore en fonction et qu'ils puissent parrainer les candidatures. C'est aussi simple que ça. Mais ces dispositions-là, la Constitution prévoit les dates et tout ça. C'est prévu. Alors, si on va toucher au code sans toucher à la Constitution, elles sont vraiment en phase. C'est le code qui décline les délais, ce n'est pas la Constitution. Non. Oui. Est-ce qu'on aura un code vraiment qui est conforme à notre Constitution? C'est la Cour qui dira. Moi, je suis pas à la Cour. Mais, alors, est-ce qu'il appartient aux députés de dire, OK, les députés, en réfléchissant, s'ils voient déjà que ce qu'ils vont voter, après, peut-être que la Cour dira que ce n'est pas conforme à la Constitution, est-ce que ce n'est pas de leur mandat, de leur rôle de travailler à ce que ce qu'ils proposent à la Cour soit en phase et qu'ils ne soient pas là pour dire, bon, on est conscient que ce n'est pas conforme à la Constitution, mais il revient à la Cour de le faire. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner? Ou bien il faut anticiper? Sur l'argument de l'ordre des élections. Oui. En quoi est-ce que une présidentielle après les communales et législatives ferait tomber le Bénin? Non, ça ne fera pas tomber le Bénin. Okay. Ce n'est pas ça. Qu'on est si obligé, oui. Mais non, moi, je vous ai posé la question fondamentale, la question du parrainage. Oui. Est-ce que vous voyez? Il y a un flou là, et on risque d'avoir une situation où des nouveaux élus, par endroit, seront en train de parrainer, pendant que les anciens seront en train de parrainer par endroit. Ce qui n'est pas normal. Et la Cour a résolu le problème. En disant quoi? En demandant d'aller réviser le code électoral. Je viens de vous dire que la révision du code électoral entraîne normalement d'office. L'ordre de la présidentielle. On a dit qu'il faut organiser forcément la présidentielle avant les communales législatives. Pourquoi? En quoi est-ce que c'est pertinent? Alors moi, je vais vous dire, je vais être vraiment politique en répondant à cette question. Oui, vous êtes politique. Oui, là, justement. Vous êtes, oui. Je vais répondre à cette question. Parce que ça, peut-être, c'est quelque chose qu'on ne le dit pas ouvertement, mais il faut que le peuple sache. Moi, si on connaît un peuple, on sait comment les gens fonctionnent. Et nous avons, parce que la sagesse se base sur l'expérience et ce que nous avons vécu jusque-là, avec notre ère démocratique. Vous imaginez, parce que ce choix, parce que c'est vraiment bizarre, mais vous imaginez un président qui est élu et qui vient retrouver des maires, des députés qui ne sont pas acquis à sa cause. Ça est arrivé plusieurs fois. Le Très bien. Vous savez ce qui se passe après? Le Bénin ne s'est pas arrêté. Non, vous savez ce qui se passe? Non, ce n'est pas arrivé plusieurs fois. Parce que je vous rappelle toujours le contexte. Le contexte qui est arrivé, c'est seulement au niveau des députés, où on a eu des élections législatives avant, mais pas communales. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ici, nous voulons avoir des élections couplées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant son mandat, c'est-à-dire la majorité de son temps, il peut avoir, c'est-à-dire au niveau des maires et au niveau des députés, il n'a pas de marge de manœuvre. Mais vous savez ce qui se passe pour pouvoir contrôler en ce moment? L'argent. L'argent circule. En ce moment, il faut acheter les votes. Il faut acheter les voix. Il faut négocier, passer. Mais est-ce qu'il ne faut pas finir avec ça et tourner le dos à ça? Quand Patrice Talon prenait le pouvoir en 2016, lui-même l'a chanté partout. Il n'avait pas de député bannière Patrice Talon. Oui. Il n'avait pas de maire bannière Patrice Talon. Oui. Pourtant, il a tenu ce Bénin, il a fait des merveilles, comme vous le dites. Ah oui. Il a besoin justement d'être intelligent, d'être stratège, de négocier. Et c'est cela la politique, savoir négocier avec l'adversaire. Et si l'argent peut faire partie des questions de négociation, pourquoi est-ce que ça devrait vous créer des maux de tête? Non, pour moi, parce que je suis jeune et je rêve désormais, moi en tout cas, et je pense que la nouvelle génération veut que dans le monde politique, que ne soit plus l'argent
qui parle beaucoup, mais c'est les idées et qu'on puisse dans une logique de faire bouger les lignes, qu'on puisse être focus sur le développement sans forcément qu'on est en train d'acheter tel député ou tel maire pour pouvoir avoir tel ou tel résultat qui devrait être normalement le souci de tout le monde. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais là où j'active, parce que vous avez fait une comparaison avec 2016, comparaison n'est pas raison, parce que quand vous prenez ici, le député qui sera élu, le maire qui est élu, c'est pour 5 ans. Hein? Il est élu juste 2 mois ou 3 mois avant le président. Ils sont comme ça jusqu'à la fin. Est-ce que vous voyez? Alors que dans l'autre cas, si le président vient, peut-être il a au plus 3 ans, il travaille et après il se réajuste pour se repositionner. Ce qui n'est pas le cas. C'est que vous partez tous. Donc, sur le plan politique, il y a de risques. Et quand vous voyez des risques sur le plan politique, ça peut réviser la Constitution. Non, ça peut jouer sur la stabilité du pays. Et donc, nous sommes en train de jouer aussi sur une question de stabilité, de paix actuellement. Mais que tout le monde ne voit pas parce que tout le monde est focus sur l'intérêt, dit qu'est-ce que Patrice Talon veut? Mais ce que Patrice Talon veut, il a déjà dit. Il veut que dans ce Bénin, nul ne puisse faire plus de 2 mandats de sa vie. De sa vie. En quoi est-ce que les propositions de l'UPR sont pertinentes quand c'est pour arracher le droit de parrainage aux députés et maires actuels? J'ai l'impression que l'objectif fondamental, c'est de tout faire pour éviter que les députés et les maires actuels parrainent. Bon, heureusement, que ce soit la révision de la Constitution ou code électoral, l'objectif unique et principal, c'est de tout faire pour que ce soit certainement ce qu'on va élire en 2026 qui parraine. Pourquoi c'est l'objectif prioritaire? Heureusement, vous avez dit, vous avez l'impression. Oui, voilà. Les éléments sont là. Non. Démenter si ce n'est pas le cas. Je n'ai aucun élément pour confirmer aussi ce que vous dites. Ah ouais? Est-ce que vous voyez? Donc, il y a Puisque toutes les propositions... Même vous aussi, vous n'avez aucun élément pour confirmer ce que vous dites. Je vous donne mes éléments. Au niveau de la révision de la Constitution, vous dites l'ordre des élections, parce qu'il faut la présidentielle d'abord avant les législatives. Moi, je vous ai donné des arguments tout à l'heure. Exactement. Au niveau du code électoral aussi, l'UPA qui dit désormais, même si on doit organiser, etc., on doit réviser le code électoral, ce sera les élus de 2026 qui vont parrainer. Donc, les deux objectifs se rejoignent, quelle que soit l'opération que nous menons. Oui, mais est-ce que ça veut dire ce que vous avez affirmé en disant que ça veut dire c'est pour pouvoir contrôler le parrainage? Oui. Non. On va parler de la sortie, la toute dernière de Patrice Talon, justement par rapport à cette affaire-là. Est-ce que cela n'a pas compliqué un peu, je dois dire, l'avantage, l'atmosphère politique? Quand on voit un peu, au départ, les gens ont commencé à dire est-ce que c'est pas dans la visée d'un 3e mandat, etc. Même s'il est venu affirmer être en face du monde, qu'il ne fera pas un 3e mandat, on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Non, moi, le message clé du président de la République, ce que j'ai retenu, c'est qu'il n'est pas demandeur de révision de la Constitution. Effectivement, l'initiative ne vient pas de lui. Mais si on vote tout de suite, il va promulguer. Permettez-moi. Avec toute la vitesse qu'il a, que ses pieds lui permettent. Mais il n'est pas demandeur. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous accordons sur ça? Quand il dit je ne suis pas demandeur. Moi, je ne peux pas savoir comment est-ce que quelqu'un qui est de Pékin, qui me soutient et qui partage mes idées, etc., à qui je peux dire arrête-moi ça et qui peut l'arrêter immédiatement. La personne porte le projet. Je dis je ne partage pas ce projet, mais je me tais et il porte son projet. Il n'y a que des actes officiels qui peuvent nous amener à dire il est demandeur ou pas. Donc sa parole aussi ne compte pas. On a besoin d'actes. Non, oui, on a besoin d'actes. Oui. Il dit je ne suis pas demandeur. En fait, parce que l'initiative d'une loi qui vise à réviser la Constitution, bon, la proposition peut venir du gouvernement ou du Parlement. Oui. Ça ne vient pas du gouvernement. Est-ce qu'on est d'accord? Et lui-même, il n'a pas posé un acte officiel pour dire je veux qu'on révise la Constitution. Mais il y a un débat qui a été soulevé, et d'ailleurs par un citoyen, qui s'est adressé à la Cour. Et la Cour a réagi. Parce que nous sommes toujours dans la manipulation, en pensant que parce qu'un citoyen l'a fait, quelqu'un est toujours derrière qui lui a demandé de faire. Mais écoutez, nous sommes dans un pays... Par le passé, on a eu la stratégie. Non, nous sommes très intelligents. Du coup, on se méfie beaucoup des acteurs politiques. Écoutez, de la même façon, nous tous, nous pensons, nous sommes très intelligents. Les hommes que nous avons en face de nous sont très intelligents. On est d'accord. Et un citoyen intelligent qui a vu la chose venir, il peut poser le problème. Est-ce que vous voyez? Les autres considérations, moi, je n'ai pas la preuve. Vous aussi, vous n'en avez pas. Donc, ce n'est pas la peine d'intoxiquer la population pour dire c'est quelqu'un qui lui a demandé de faire tout ça. On n'a pas la preuve. Donc, les faits sont là.
il faut être factuel. Un citoyen a posé un problème devant la Cour. Et ce problème s'est révélé pertinent. La Cour a pris une décision. Et l'exécution de cette décision... Que vous avez oublié, pour vous engager sur l'autre sujet. Donc, on comprend que Patrice Talon n'est pas demandeur. Mais il comprend, quand le problème a été soulevé, comme moi, où je pense que c'est pertinent, et la Cour a trouvé que c'est pertinent, alors ça a attiré l'attention du président de la République aussi, pour dire, ah ben, dis donc, on a ce souci-là, ici. Et là, il dit, ok, c'est pertinent. Parce que c'est pertinent, je suis ouvert à cela, à cette démarche. Si cela aboutit, je vais l'accompagner. C'est le message clé, ça. Alors, en tout cas, on va observer ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour voir quelles sont les tendances qui vont se dessiner par rapport à ces deux sujets. On verra bien ce que ça va donner. Oui, et moi, la question que j'ai envie de poser aux Béninois, aux députés et à tous les acteurs politiques, quel est l'enjeu si on touche à la Constitution? Est-ce que nous sommes le contenu du projet de loi? Parce que soyons attentifs, les gens vont échanger sur ça à l'Assemblée. Et faisons le point dit, quel est l'enjeu? Pourquoi on ne peut pas toucher la Constitution à cette étape? Si on le fait, quel est le risque qu'on imagine? Mais est-ce que ce risque-là, parce que quand moi je parle avec les citoyens beaucoup, le seul problème, Patrice Talon, par 3e mandat. Mais je dis, mais écoutez, la nouvelle proposition renforce une disposition qui l'empêche définitivement. Il y a des dispositions qui ont été oubliées dans la nouvelle proposition de Hassan Sebou, notamment l'article 2 qui a disparu curieusement et qui parle de changement de république par exemple. Donc on a beau dire, nul ne peut faire de sa vie 2 mandats ou toutes les fois ou des fois. Ou la nouvelle proposition dit dans tous les cas. Oui. Mais dans tous les cas, pour vous, c'est quoi? Oui. Si on dit, même s'il y a changement de république, oui. On dit dans tous les cas. Alors, ça veut dire que le débat aussi est clos à ce niveau. On verra donc l'Assemblée nationale à la manœuvre à partir d'aujourd'hui. On verra ce que ça va donner. Une dernière question ou un dernier sujet. Le temps de vous laisser partir. Olivier, nous comprenons. C'est les frontières qui sont toujours fermées côté nord Bénin avec son voisin du Niger. C'est quand même une situation assez triste, hein? Même si cela complique davantage, je dois dire, la vie des populations des deux côtés de la frontière. Merci beaucoup pour cette question. Et je vais revenir en disant, arrêtons avec l'autoflagellation. Ah oui. Et arrêtons aussi de dire le Bénin avec son voisin du Niger. C'est quoi, c'est pas son voisin? Alors, le Bénin n'a pas un problème avec son voisin du Niger. Okay. Officiellement, nous n'avons pas un problème avec notre voisin du Niger. Okay. C'est la CEDEAO qui a un problème avec le Niger. Et pourtant, la CEDEAO et pas Tinubu. Non, s'il vous plaît. Et parce que... Le président du Nigeria a toutes ses frontières largement ouvertes. Oui, ou de quel côté? Entre le Niger et le Nigeria, il n'y a rien qui empêche les échanges actuellement. Ah. Et oui, et on l'a relevé les journaux. La décision prise par le Bénin pour fermer la frontière, elle a été prise par qui? Pas la CEDEAO. Pas la CEDEAO. Ce n'est pas le Bénin. Oui, mais ça devrait être applicable aussi au niveau du Nigeria. Oui, mais est-ce que vous avez la preuve de ce que vous dites? Oui, mais c'est quoi? Vous voulez qu'on vous amène sur le terrain pour faire constater? Non, vous avez la preuve de ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, c'est tellement, comment on appelle, évident. Oui. Lorsqu'on dit, la CEDEAO prend une décision pour dire, on doit fermer les frontières. On ferme la frontière du côté du Bénin. Et qu'on nous dise que du côté du Nigeria, il n'y a aucune disposition qui soit prise. Ça veut dire qu'il y a vraiment un grand problème. Et moi, sans preuve vraiment factuelle, je ne peux pas croire que des deux côtés, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dynamique de cohérence et que le Bénin puisse fermer ses frontières et que le Nigeria ouvre ses frontières. Puisse les garder ouvertes. C'est pas possible. Mais je viens dire, aujourd'hui, moi, sur cette question, je plaide pour l'ouverture des frontières. Parce que ce sont les populations qui en souffrent. Mais je redis, le Bénin,
Ce n'est pas le Bénin qui a fait le choix n'a aucun de problème fermer avec le Niger. Voilà, c'est la CEDEAO. Olivier Nukpokenou, merci beaucoup d'être venu, jeune acteur politique du Bénin. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie Bonne et merci journée. pour cette opportunité. Allez, mesdames et messieurs, vous allez sur maintenant la rubrique économie. Ce sera avec Clément Attiadé, comme je l'annonçais pendant les titres du bulletin de l'information. Et bien, le Bénin continue sa marche vers l'assainissement de la gestion des finances publiques. Et après les réformes de dématérialisation de procédures au sein des différentes régies de l'État, le ministère de l'économie et des finances, grâce au soutien des PTF, dispose désormais d'un nouvel outil. Vous avez pu suivre le reportage pour améliorer sa gouvernance financière. Le dit document n'est que le plan global de réforme du système de gestion des finances publiques. Et cela a été dévoilé hier seulement au cours de la 14e revue des finances publiques. Là-dessus, Clément Attiadé revient justement dans sa rubrique économie de ce mercredi.